musée de la préfecture de police de Paris. Dans ses vitrines, la collection d'objets la plus incroyable de l'histoire de la criminalité en France. L'œilleton, dans lequel le docteur Petiot regardait agoniser ses victimes. La cordelette qui servit à étrangler l'huissier Gouffet. La chaudière de Landru. Couteaux, revolvers, matraques, toutes ces armes ont été utilisées pour commettre les crimes les plus sanglants. À partir du 19e siècle, les policiers font appel à la science pour résoudre leurs enquêtes. L'anthropométrie, l'étude de l'iris humain, la graphologie et la morphopsychologie sont utilisés. Daniel Thierry, commissaire divisionnaire et policier de choc, nous entraîne au cœur des plus grandes enquêtes criminelles de l'histoire. Jeanne Weber, surnommée l'ogresse de la Goutte d'Or, a fasciné l'opinion publique au siècle dernier. Les enfants qui passent entre ses mains décèdent les uns après les autres. En mars 1905, 4 enfants, dont son propre fils, poussent leur dernier soupir entre ses bras. Est-ce la fatalité? Les familles finissent par porter plainte. Jeanne est arrêtée. Un procès retentissant mettra en valeur la toute nouvelle médecine légale qui conclura à la mort naturelle des enfants. Jeanne sera innocentée, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le 5 avril 1905, Marie Weber, accompagnée de sa sœur, se précipite à l'hôpital Bretonneau. Elle tient dans ses bras son fils, âgé de 11 mois, enveloppé dans une couverture. Il suffoque, il semble s'étouffer. Le docteur Saillant, l'interne de service, examine l'enfant. « On a essayé d'étrangler votre fils », dit-il d'un ton grave. Vous avez vu ces marques sur le cou? Devant l'étonnement de la mère, il montre un sillon noir autour du cou et une rougeur qui commence à s'estomper. Après quelques instants, le petit Maurice semble aller mieux. Le docteur Saillant décide, malgré tout, de le garder en observation jusqu'au lendemain et de le montrer au docteur Sevestre, son chef de service. Sur le chemin du retour, les deux femmes s'interrogent. L'enfant avait été laissé à la garde de leur belle-sœur, Jeanne Weber. Il leur semble impensable que celle-ci soit à l'origine des marques de strangulation autour du cou du petit. Elles ont bien trouvé Jeanne s'affairant autour de Maurice lorsqu'elles sont revenues de leur course, mais c'était, semble-t-il, pour lui prodiguer les premiers soins car il s'étouffait. Dans le quartier de la Goutte d'Or, où elle réside, personne ne se méfie de Jeanne Weber. D'ailleurs, pourquoi on se méfierait d'elle? Elle a vraiment l'image de la brave femme par excellence. C'est une petite bretonne immigrée de sa province, bécassine avant l'heure, si on peut dire. Vraiment, la femme agréable pour tout ce qui est service, elle est toujours présente. Si un voisin a besoin de quelque chose, elle l'a. Enfin, elle va se démener pour le faire. Une famille est dans le besoin pour garder un enfant, notamment. Elle est disponible. Elle est toujours là quand on a besoin d'elle. Et notamment pour la garde des enfants. Et Dieu sait qu'à l'époque, dans le quartier de la Goutte d'Or, il y a quand même un certain nombre d'enfants en bas âge. Elle adore garder les enfants et les enfants lui rendent bien. Ils adorent être gardés par Jeanne Weber. Pourtant, ces derniers temps, beaucoup de drames avaient entouré la famille Weber. Et curieusement, Jeanne était toujours aux premières loges. Cela avait commencé le 2 mars 1905. Ce jour-là, Jeanne était venue garder ses nièces, Suzanne, qui avait 3 ans, et Georgette, âgée de 18 mois.
Cette dernière était enrhumée. Il faut dire que l'hiver était rude cette année-là. Le linge s'accumulait depuis quelques jours et Blanche, leur mère, devait se rendre au lavoir. Son mari était une fois de plus au café à siroter de l'absinthe. Jeanne fut donc accueillie comme la Providence. Lorsque 2 heures plus tard, Blanche rentra à l'appartement, elle trouva la petite Georgette dans les bras de Jeanne. Elle était complètement congestionnée, son visage était violacé. Quelques heures plus tard, la petite Georgette expira. Le médecin arriva trop tard et ne put que constater le décès. « Sans doute une pleurésie », déclara-t-il. « Dans le quartier, j'en ai 3 par jour en ce moment. » Alors, les conditions d'hygiène dans le quartier de la Goutte d'Or sont absolument déplorables. En ce qui concerne l'habitat, on s'entasse à 8, 10 dans une même pièce. Une pièce exiguë, mal ventilée, mal éclairée. En ce qui concerne l'eau courante, n'en parlons pas. Au mieux, il y a un robinet dans une petite courette et ce robinet laisse s'échapper un mince filet d'eau et encore, il ne coule pas à toutes les heures de la journée. Ajoutez à cela que le quartier est gorgé d'alcool. L'alcoolisme fait des ravages effrayants. Ajoutez également la sous-alimentation chronique. Dans de telles conditions, la mortalité infantile dans le quartier de la Goutte d'Or, elle est effrayante. 40 à 50% des enfants de moins de 5 ans meurent soit de crampes, soit de convulsions, soit de diphtérie. Le 11 mars, 9 jours après le décès de Georgette, Jeanne se rendit de nouveau chez Blanche. Cette dernière n'était pas là, mais elle trouva la petite Suzanne qui jouait dans la rue. Elle lui proposa du chocolat et monta avec elle à l'appartement. Une demi-heure plus tard, Jeanne frappait à la porte de Mademoiselle Couche, qui habitait au-dessus, pour lui demander de l'aide. La petite Suzanne semblait très malade. Et effectivement, la petite avait le visage violacé. La langue sortait de la bouche, elle haletait. Mademoiselle Couche alla chercher Blanche, qui travaillait quelques rues plus loin. Lorsqu'elle arriva, elle trouva sa fille dans les bras de Jeanne, les yeux exorbités. Elle l'arracha à l'étreinte de sa belle-sœur et la petite reprit enfin des couleurs. Pierre Weber, le père, alerté lui aussi, confia que le matin, Suzanne avait bu du sirop d'éther. Ce pouvait être l'origine du mal. On lui fit donc absorber un vomitif. La petite allait mieux, tout le monde reprit ses activités, et Jeanne se retrouva seule à garder la petite. Lorsque la famille rentra le soir, la petite était de nouveau en proie à la fièvre. Elle expira dans les bras de son père. Ce second décès, survenant quelques jours après le premier, dans la même famille, dans des circonstances identiques, parut suspect. Le commissaire de police du quartier décida de mener une enquête et le corps de l'enfant fut examiné par un médecin. Celui-ci conclut à une mort causée par des convulsions. On parla de fatalité et finalement, le permis d'inhumer fut délivré. Le diagnostic de la mort d'un enfant est parfois extrêmement difficile. Alors, il y a un certain nombre de morts subites inexpliquées du nourrisson qui sont dues le plus souvent à des causes naturelles, des causes épidémiques, mais il y a aussi un certain nombre de morts criminelles qui sont passées dans le passé tout à fait inaperçues, à côté de la strangulation, qui laisse des traces.
Il y a donc cette suffocation qui peut être simplement faite avec la main, parfois avec un oreiller, un foulard, qui peut ne laisser aucune trace externe et parfois très peu, ou pas non plus, de traces internes. 2 semaines plus tard, le 25 mars, Jeanne rendit visite à Charlotte Weber, sa 3e belle-sœur. Elle arriva dans la matinée et Charlotte, qui devait faire quelques courses pour le déjeuner, lui demanda de garder sa petite fille, Germaine, âgée de 7 mois. À peine était-elle partie que sa mère, Madame Le Rigoleur, qui habitait l'appartement du dessous, entendit la petite pousser des cris perçants et se précipita chez sa fille pour découvrir la petite Germaine sur son lit, la figure congestionnée et respirant à peine. « Je ne sais pas ce qu'elle a, » lui dit Jeanne. « C'est venu brutalement. Ce sont sans doute des congestions. » Madame Le Rigoleur prit sa petite fille dans ses bras et celle-ci se calma rapidement. Le lendemain, la petite fille est tirée d'affaire. Jeanne Weber et son mari retournent chez leur belle famille pour faire un repas quasi dominical, l'occasion de se réjouir. La petite, on craignait pour sa vie, elle n'a rien. C'est l'occasion de faire une bonne petite réunion. Cette réunion se passe vraiment très très bien. On boit, on s'amuse, on rit, on discute et tout. Toute la journée se passe dans le plus grand calme. Et vers les 5 heures, Jeanne propose aux hommes de l'assistance d'aller fumer à l'extérieur en disant qu'ils ont beaucoup trop fumé dans la maison pendant les heures précédentes, qu'il y a la maison sans la cigarette à plein nez, il faut aérer. Donc les hommes ne se font pas prier, ils vont fumer à l'extérieur et pendant ce temps-là, Jeanne reste avec sa belle-sœur, Charlotte, pour faire un peu de ménage, débarrasser la table, faire la vaisselle. Et pendant qu'elle est en train de faire la vaisselle, Jeanne se prend la tête à 2 mains et dit à sa belle-sœur, j'ai une migraine effroyable, est-ce que tu pourrais aller me chercher de l'aspirine? Sa belle-sœur lui répond qu'il n'y a aucun problème. Elle descend chez le pharmacien du coin pour aller chercher de l'aspirine. Et ce faisant, elle laisse sa fille en compagnie de Jeanne Weber. Un très court moment, mais quand même trop long. L'enterrement eut lieu le 27 mars. Le jeune Marcel, le fils de Jeanne, qui avait assisté à la cérémonie, tomba malade juste après. Un mal foudroyant qui l'emporta le soir même dans les bras de sa mère, avec laquelle il était seul au moment de l'agonie. La diphtérie, dira le médecin venu assister au décès. Cela faisait 4 petites victimes qui mouraient en moins d'1 mois dans les bras de Jeanne Weber. Le petit Maurice, que sa mère, Marie Weber, avait arraché à l'étreinte maudite, aurait très bien pu être le 5e. Dans la rue, on commençait à jaser. La famille tint conseil et on décida de porter plainte contre Jeanne. Charles et Marie Weber se rendirent les premiers au commissariat de la Goutte d'Or. Monsieur Monanteuil, le commissaire, les reçut, intrigué par leur demande. Mais le récit de la tentative de strangulation sur le petit Maurice lui fit froid dans le dos. Et lorsque Blanche et Pierre Weber arrivèrent à leur tour accusant Jeanne d'avoir tué leurs 2 filles, Georgette et Suzanne, il comprit que l'affaire était d'importance. D'autant plus qu'à ce moment-là, arrivèrent Charlotte et Léon Weber, rajoutant l'horreur de la mort de leur fille unique, Germaine, aux autres accusations. Le commissaire Monanteuil ordonna immédiatement une enquête et il convoqua Jeanne au plus vite. Cette dernière arriva sans tarder. « Madame, des plaintes très graves ont été formulées contre vous par votre famille, » lui dit le commissaire. « Vous êtes accusée d'avoir étranglé 3 de vos nièces, votre fils, et d'avoir tenté de tuer votre neveu, Maurice Weber. »« Ce n'est pas vrai !» hurla Jeanne. Et pendant plus de 2 heures que dura l'interrogatoire, elle ne cessa de se comporter comme une furie. Hystérique, elle nia toute implication dans la mort des enfants. Ce comportement, à la limite de la folie, incita le commissaire à envoyer Jeanne au dépôt pour la nuit.
Le lendemain, Jeanne fut conduite devant le juge d'instruction, M. Lédet. Celui-ci lui fit subir un interrogatoire d'identité. Née Jeanne Moulinet, la jeune femme avait 30 ans. Elle était originaire du petit village de Quérity, en Bretagne. Son père était pêcheur sur les grands bancs d'Islande et, lorsqu'il revenait au village après les longues campagnes de pêche, c'était pour faire un nouvel enfant à sa femme. La famille grandissait et comme c'était la tradition à cette époque en Bretagne, on envoya Jeanne à Paris dès qu'elle eut 15 ans. Jeanne Binet est assez typique de ces femmes bretonnes qui arrivaient à Paris. Donc elles arrivaient par le train à la gare Montparnasse. D'ailleurs, pendant longtemps, le quartier Montparnasse était vraiment le quartier des Bretons à Paris. Donc elles arrivaient à la gare et là, elles étaient accueillies, ma foi, parfois mal accueillies par des mauvais garçons qui attendaient au bout du quai et qui parfois les entraînaient vers la prostitution. D'autres arrivaient avec une adresse. Donc avec cette adresse, elles se rendraient directement chez un patron. Et d'autres encore n'avaient pas d'adresse et souvent elles étaient alors prises en charge, en particulier par la paroisse bretonne à Paris, qui précisément pour les protéger de la prostitution, s'était organisé pour justement servir de bureau de placement en quelque sorte. Ça concernait véritablement la plupart des femmes bretonnes issues du peuple qui venaient à Paris. Celles du peuple donc étaient souvent bonnes à tout faire, comme on dit, et on disait aussi parfois bonnes à tout faire, bonnes à rien. C'est dire le mépris dans lequel on les tenait. Et ce mépris a été un peu incarné par le personnage de Bécassine, qui est né aussi à cette époque, en 1905, dans un premier temps dans les cahiers de Suzette, puis qui ensuite a été repris de manière systématique en 1913. En tout cas, ce personnage de Bécassine était à la fois représentatif des bonnes bretonnes de l'époque, et en même temps il les ridiculisait un peu, ce qui a entraîné une réaction des Bretons qu'on traitait déjà de ploucs. Plouc au départ ça désignait les Bretons à Paris, donc par la suite Bécassine c'était un peu trop, donc il y a eu une forte réaction, en particulier des mouvements indépendantistes bretons dans l'entre-deux-guerres qui étaient assez forts, et qui ont par exemple détruit la statue de Bécassine au musée Grévin en 1939, et donc les Bretons ont voulu lutter contre cette déformation et contre cette caricature très parisienne et très bourgeoise. Arrivée à la capitale, Jeanne eut la chance de trouver rapidement une place de bonne chez un architecte. Ce dernier, fatigué des caprices de sa femme, eut avec Jeanne une relation qui dura jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Il lui donna une adresse pour qu'elle puisse avorter et un petit pécule afin de continuer sa vie ailleurs. Elle trouva une nouvelle place chez un vieux célibataire. En 1893, elle rencontra Jean Weber, un jeune camionneur avec lequel elle se maria. 6 mois après son mariage, elle eut un fils, Rémy. Malheureusement, il décéda à 3 mois et demi. En 1896, elle accoucha d'une fille morte-née et en 1898 du petit Marcel, un enfant plutôt chétif à sa naissance, celui-là même qui venait de mourir à l'âge de 7 ans. Le juge Lédet lui rappela les charges qui pesaient contre elle. De nouveau, Jeanne nia farouchement son implication. « J'aime trop les enfants pour leur faire du mal », dit-elle. Le juge ne se laissa pas convaincre. Il la fit écrouer à la prison Saint-Lazare. Pour en avoir le cœur net, on décida l'exhumation des petites victimes afin de les autopsier. C'est le professeur Thoineau qui fut chargé de pratiquer l'expertise. Thoineau est le plus grand médecin légiste de sa génération. Il s'est toujours fait remarquer par la clarté de ses comptes rendus d'autopsie, et on peut dire que sa parole est oraculaire. Mais, en 1905, les traces de strangulation sont très mal connues. La strangulation est mal connue, c'est bien simple. L'ouvrage de référence, en 1905, c'est le traité de la strangulation de Tardieu. Or, ce traité est vieux de 30 ans. Notamment, on ignore
que la strangulation ne laisse pas de traces de fractures chez les petits-enfants dont le cartilage est très souple. Et dans l'affaire Jeanne Weber, naturellement, c'est grave. Après l'examen, le professeur Thoineau déclara « Il n'y a aucune marque de strangulation ». Le juge Lédet demanda alors au docteur Augier, directeur du laboratoire de toxicologie, d'analyser les viscères. Il n'y avait aucun signe d'empoisonnement. On se pencha alors sur l'accusé. Un examen mental ne révéla aucune forme d'aliénation. Elle était totalement responsable de ses actes. Je pense que cette femme n'aimait pas les enfants. Elle était issue d'une famille nombreuse, où il ne devait pas y avoir beaucoup d'argent, où il ne devait pas manger grand-chose autre que des patates, du lard et du pain trempé dans de l'eau chaude. Donc elle a dû regretter d'avoir autant de frères et sœurs. En plus, elle a été jetée de chez elle et on l'a envoyée à la ville pour gagner la vie parce qu'elle était en trop. Elle était en trop, il y avait trop de bébés, trop de petits, et elle était une des grandes. Et à ce moment-là, il fallait qu'elle gagne la vie pour tout le monde. Donc peut-être qu'à partir de là, elle n'a pas aimé les enfants. Ensuite, elle a été enceinte de son beau et riche amant architecte. Le fait qu'il l'oblige à avorter et qu'à partir de là, il la jette, comme elle avait été jetée de chez elle, ça a certainement été les facteurs qui ont fait qu'elle n'aimait pas les enfants. Mais cet enfant qu'elle n'a pas eu a été pour elle la représentation de son échec, puisque c'est à partir de cette grossesse et de l'avortement qu'elle n'a plus été la maîtresse de ses hommes. Mais je ne l'ai pas expertisé. Je n'aurais pas eu la possibilité, parce qu'un siècle nous sépare et que d'autre part, à l'époque, donc les expertises de criminologie n'existaient pas. Mais je pense qu'on aurait trouvé vraiment tous les facteurs qui constituent actuellement les éléments d'un état dangereux avec un énorme risque de récidive. Jeanne Weber resta 7 mois en prison avant de comparaître le 30 janvier 1906 devant la Cour de justice de la Serre. La presse avait suivi l'enquête et l'opinion publique était horrifiée par cette femme qui avait commis les crimes les plus horribles. C'est au cri de « À mort, l'ogresse !» qu'elle arriva au tribunal. Le public était nombreux dans la salle d'audience pour voir de près cette créature à laquelle on donnait des pouvoirs maléfiques. On fut déçus. Devant l'auditoire se présenta une petite femme d'une trentaine d'années, au visage rond. Le regard fixe, elle avait une attitude modeste et effacée, loin de l'image de la sorcière qu'il faut brûler. Lorsque le président Bertulus lui rappela les faits qu'on lui reprochait, elle nia de nouveau et contesta tous les témoignages qui l'accusaient. Les médecins, qui avaient délivré les permis d'inhumer, avaient tous évoqué une mort naturelle. Le doute commença donc à s'insinuer dans les esprits. Il restait le constat qu'avait fait le docteur Sevestre, le chef de service de l'hôpital Bretonneau, qui avait reçu le petit Maurice arraché in extremis des bras de Jeanne. À la barre, ce dernier joua sur les mots. « Je n'ai pas parlé de marque de strangulation, mais de constriction, dit-il. » L'accusation s'effondrait. On entendit alors les experts désignés par le tribunal. M. Brouardel et surtout le professeur Thoineau. Le juge Lédet, lui, est convaincu que Jeanne Weber est une babysitter serial killer et Thoineau, lui, n'est pas du tout de cet avis. Il ne croit qu'en la science, pas de marque de strangulation, pas de mort par strangulation. Et il y a très vite une tension qui s'installe entre le juge Lédet et la faculté de médecine. Il faut dire
qu'au début du XXe siècle, médecins et magistrats n'ont pas toujours fait bon ménage dans le prétoire. Les médecins veulent absolument dicter leurs décisions aux magistrats, et les magistrats ne se laissent pas toujours faire. On l'a bien vu lorsque Lombroso et l'école italienne d'anthropologie criminelle ont voulu imposer aux juges la théorie du criminel né, les juges n'ont pas marché. Lorsque certains médecins ont voulu accréditer le crime sous suggestion hypnotique, alors là, les magistrats leur ont franchement rigolé au nez. Mais au début du XXe siècle, on ne peut plus ignorer les progrès de la médecine légale. On ne peut pas ignorer l'anthropométrie de Bertillon, qui a permis le dépistage de récidivistes. On ne peut pas ignorer la dactyloscopie ou science des empreintes digitales, qui a été d'un très grand secours dans certaines enquêtes criminelles. On ne peut pas ignorer non plus l'autopsie. Alors l'autopsie, les progrès de la toxicologie, là, vraiment, c'est du sérieux. Et alors, cette affaire Jeanne Weber, eh bien, pour les médecins, c'est la voie royale. C'est grâce à l'affaire Jeanne Weber qu'ils vont entrer en force dans le prétoire, puisque c'est l'autopsie qui va décider si Jeanne Weber est coupable ou innocente. L'avocat général, maître Seligman, fit alors une déclaration extrêmement rare dans les annales de la cour d'assises. Il demanda l'acquittement pur et simple de Jeanne Weber. Maître Henri Robert, l'avocat de Jeanne, put alors jouer de tout son art d'orateur. Qui est Maître Robert? C'est l'un des grands ténors du barreau. C'est lui qui va assurer dans quelques années la défense de Landru. Et il a accepté d'assurer la défense de l'ogresse de la Goutte d'Or. Non pas qu'il espère toucher de l'ogresse des honoraires faramineux. Non, il n'est quand même pas aussi naïf que cela. Mais enfin, le prestige de cette affaire va retomber sur son prestige de magistrat. Alors, Maître Robert s'exprime avec une éloquence, avec une virtuosité théâtrale tout à fait remarquable. Il dit, mais enfin, ces témoignages à charge contre Jeanne Weber, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des commérages de quartier. D'un côté, vous avez le témoignage d'une épicière, d'une boulangère, d'une femme de ménage, et de l'autre côté, nous avons le professeur Thoineau. Eh bien, faites votre choix. Et puis, ajoute-t-il, ce procès, qu'est-ce que c'est? Que reproche-t-on à Jeanne? On lui reproche d'avoir posé ses mains sur le thorax des enfants. Mais cela, c'est la jettatur. Jeanne est une jeteuse de sorts. Ce procès est un procès en sorcellerie, c'est un procès médiéval. Alors, choisissez. Ou bien la sorcellerie, ou bien le souffle des Lumières. Dans de telles circonstances, Jeanne va être acquittée, et acquittée en grande pompe. Et le prestige dont bénéficie la médecine légale est alors à son sommet. L'encens coule de partout, dans la presse, dans le public. La Ligue des droits de l'homme elle-même va s'exprimer pour dire que finalement, ces magistrats, c'est l'obscurantisme, alors que la science, c'est l'esprit des Lumières. Nous sommes vraiment au cœur de la période positiviste. Le positivisme triomphe sur tous les fronts. L'opinion publique était très partagée. Le destin s'était-il acharné sur la pauvre Jeanne, ou bien était-elle coupable? L'accusation ne prouvait rien, mais autant de décès autour d'elle laissait planer un sérieux doute. Dans son quartier de la Goutte d'Or, on restait méfiant à son égard. Les portes se fermaient sur son passage et on lui tournait le dos. Jean, son mari, avait profité de son absence pour se trouver une maîtresse, plus jeune et plus jolie que Jeanne, et il s'installa avec elle. Jeanne Weber essaya de refaire sa vie, mais dès qu'elle trouvait une place, on ne tardait pas à la reconnaître et à la chasser avec des insultes. Prise de désespoir, elle sombra dans la boisson
Et le 30 janvier 1907, elle décida de se jeter dans la Seine et mettre ainsi un terme à sa vie. Elle fut repêchée, réchauffée et conduite à l'hôpital Saint-Antoine, où elle demeura plusieurs jours en proie au délire. La presse parla de sa tentative de suicide et chez les convaincus de son innocence, on s'émut de la déchéance de la pauvre femme. Elle reçut de nombreuses lettres de sympathie. Dans cet abondant courrier, elle retint une lettre, celle de Sylvain Bavouzet. Veuf, ce fermier avait 3 enfants et habitait à Villedieu, près de Châteauroux. Partir loin de Paris, dans un lieu isolé pour refaire sa vie, voilà qui convenait fort bien à Jeanne, et celle-ci prit le train pour le centre de la France et oubliait son passé. Donc Sylvain Bavouzet, c'est un agriculteur. Il est veuf, il est père de 3 enfants. Donc Germaine, 16 ans, Louise, 11 ans, et puis le petit Auguste, 9 ans, qu'il élève seul. Cette personne va, par le fait du hasard, s'intéresser très fortement à l'affaire Jeanne Weber. Il va suivre dans les journaux locaux l'histoire du procès de Jeanne Weber qui se déroule à Paris. Et il va se lier d'amitié, se rapporter un petit peu à cette femme. Est-ce qu'il considère qu'ils ont des points communs? Est-ce que lui aussi, il sent qu'il est un peu un exclu de la vie par le fait qu'il soit veuf? Et il va vraiment s'identifier à cette femme, se prendre d'amitié pour elle. Il est sûr de son innocence et peut-être pour se prouver à lui-même, même prouver peut-être à la France entière que cette personne est vraiment innocente, il l'invite à venir vivre chez lui, à venir garder ses 3 enfants, et ceci sans contrepartie, sans demande de mariage, sans quoi que ce soit, sans demande d'argent. La ferme était rustique, mais Jeanne voulait tourner la page, et le manque de confort ne la dérangeait pas. Pour éviter les commérages, elle décida de prendre le nom de Glaise, et on la présenta au village comme une cousine. Les semaines passaient et Jeanne retrouvait enfin une vie plus tranquille. Le 16 avril 1907, le petit Auguste Bavouzet rentre chez lui et il se sent pas bien, il se sent fiévreux. Il explique qu'il est allé à une noce à la sortie de l'école, qu'il a bu du vin, qu'il a mangé de la galette. Et effectivement, les soupçons se portent plus sur une indigestion que sur une maladie réellement grave. Dans la nuit, l'état d'Auguste s'aggrave et Jeanne Glaise, donc Jeanne Weber, demande à Germaine, la fille aînée, d'aller chercher son père qui est parti travailler à chez elle. Donc le père et la fille reviennent à Chambon à 4 h du matin et on a l'impression qu'à ce moment-là, l'état un petit peu d'Auguste s'est amélioré. En début de matinée, il a faim, il a soif, donc Germaine part travailler, le père Sylvain Bavouzet part chercher du lait pour nourrir son fils. Et à son retour, alors qu'il était seul avec Jeanne Weber, le fils décède brutalement au domicile familial. Le décès de son frère avait perturbé Germaine. Elle se méfiait de Jeanne et avait entendu parler de celle qu'on appelait l'ogresse de la Goutte d'Or. Elle se rappelait que son père avait suivi l'affaire de près. Il avait conservé au grenier tous les journaux qui avaient relaté le procès. Elle les retrouva et fut horrifiée de s'apercevoir que Jeanne Glaise, qui vivait sous leur propre toit, était en fait Jeanne Weber, la tueuse d'enfants. Elle se précipita à la gendarmerie pour faire part de ses craintes. Il fallait l'empêcher de les tuer tous, comme elle avait déjà certainement tué son petit frère Auguste. Les gendarmes prirent ces accusations au sérieux. Mais comme il s'agissait de quelqu'un qui avait fait l'objet d'un procès et avait été innocenté, il fallait être sûr des faits. L'enquête tarde à se mettre en route à Châteauroux. Pour une raison simple, c'est que les enquêteurs et le juge ont découvert qu'il y avait des précédents, que Jeanne Weber n'est pas une inconnue. Ils ont donc pris le temps de consulter le dossier. C'est un dossier énorme, il fait plus de 500 pages. Au vu de ce dossier, ils ont constaté qu'il existe effectivement
des similitudes importantes entre les cas qui ont été évoqués à Paris lors du procès et celui de Châteauroux. Mais ce n'est qu'après avoir pris le temps de tout étudier qu'ils vont enfin décider d'arrêter de nouveau Jeanne Weber. J'ai jamais tué personne, si vous voulez le savoir. Jamais. Le juge d'instruction Bello demanda au docteur Audia de faire l'autopsie du petit Bavouzet. Il y avait des traces sur la gorge et sur le front. Il y avait également une congestion accentuée des poumons et du cœur. Auguste Bavouzet est mort par suite de violence. La compression lente et progressive du cœur a provoqué la mort, déclara le docteur Audia. Pour Jeanne, tout recommença. Elle s'adressa de nouveau à maître Henri Robert pour la défendre. Le juge d'instruction, M. Bello, était convaincu de sa culpabilité. « Tout vous accable, madame. Vous feriez mieux d'avouer, dit-il. » Jeanne ne se laissa pas impressionner. Fidèle à son système de défense, elle nia tout en bloc. « J'ai toujours aimé les enfants. J'ai soigné Auguste de mon mieux. » « Mais son cadavre portait des traces suspectes. Vous les avez vues, affirma le magistrat. « Oui, je les ai vues, mais je n'y ai pas attaché d'importance. »« De quoi est-il mort, alors ?» interrogea le juge. « D'une méningite ?» rétorqua Jeanne. À la demande de maître Henri Robert, le parquet de Châteauroux demanda une nouvelle expertise. Mais cette fois-ci, avec les professeurs parisiens, Thoineau et Soquet. Le 27 juillet 1907, les deux médecins de Paris arrivent à Villedieu-sur-Indre. Ils sont accueillis d'une manière assez froide par les médecins de Châteauroux qui sont aussi conviés à la nouvelle autopsie. La scène se passe dans le cimetière de Villedieu-sur-Indre. Il y a une table avec deux tréteaux où on va déposer ce qu'il reste du corps du petit Bavouzet. Les deux médecins de Paris se mettent à la tâche, commencent à regarder ce qu'il reste du corps et constatent qu'une partie du corps de la victime n'a pas été étudiée, notamment au niveau de l'intestin, et les médecins se rendent compte que finalement, la mort d'Auguste Bavouzet serait due à une infection de l'intestin et non pas à un étranglement de la part de Jeanne Weber. Pour eux, il n'y a aucune trace de sillon autour du cou et la mort ne peut être que naturelle. Pourtant, le juge Bello, persuadé de la culpabilité de Jeanne, décida de poursuivre l'enquête. Les docteurs Audia et Bruno étaient furieux du rapport de leurs confrères parisiens. Pour eux, l'autopsie faite plusieurs mois après la mort de l'enfant ne permettait pas de voir les traces de violence qu'ils avaient relevées juste après le décès. Quant aux taches rouges, appelées plaques de Peyer, retrouvées dans l'intestin par les médecins parisiens, elles ne prouvaient rien car chez les enfants, d'après le traité de médecine légale du docteur Vibert, ces plaques sont fréquentes et ne présentent pas de caractère pathogène. Le juge Bello tient bon. Il veut maintenir absolument Jeanne Weber en détention préventive et faire la lumière sur cette histoire. Il est convaincu que Jeanne Weber a bien tué le jeune Bavouzet. Et il décide de convoquer une nouvelle contre-autopsie, donc là une contre-autopsie qui sera réalisée par des sommités médicales, cette fois venues de Montpellier et de Bordeaux. On ne va pas exhumer une nouvelle fois le corps du petit Bavouzet. Les médecins de Montpellier et de Bordeaux vont uniquement se baser sur les rapports qui ont été effectués par les médecins de Paris et par les médecins de Châteauroux. Le 30 décembre tombe le rapport des médecins de Bordeaux et de Montpellier. Il est sans appel également, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus que la mort du petit Bavouzet est due à une mort naturelle, à cette fameuse infection de l'intestin. C'est la victoire des sommités parisiennes sur les médecins de campagne. Et là, le juge Bello ne peut plus rien faire. La chambre des mises en accusation de Bourges déclare un non-lieu et Jeanne Weber est donc remise en liberté et il n'y aura pas de procès, en tout cas à Châteauroux, sur l'affaire Jeanne Weber et la mort du petit Bavouzet.
De retour à Paris, Jeanne semble avoir perdu l'esprit. On la voit dans la rue, parler toute seule, tenir des propos incohérents. Un jour, elle se rend dans un commissariat et elle avoue ses crimes. « Je suis Jeanne Weber », dit-elle. « J'ai tué mes nièces et Auguste Bavouzet. » Le commissaire l'envoie alors à la prison Saint-Lazare. Le juge Ledet, celui-là même qui avait instruit la première affaire, la reçoit dans son bureau. Mais en sa présence, Jeanne se rétracte et clame de nouveau son innocence avec énergie. À ce moment-là, on la pense folle, et des médecins aliénistes l'interrogèrent longuement. On en déduisit que les épreuves qu'elle avait vécues avaient pu altérer son esprit, mais on la laissa libre, pensant peut-être qu'avec le temps, elle retrouverait sa raison. Durant son court séjour à la prison de Saint-Lazare, elle reçut de nouveau un abondant courrier. Une lettre particulièrement enflammée retint son attention. Elle émanait d'un certain monsieur Joly, propriétaire vigneron à Les-Saint-Rémy en Meurthe-et-Moselle. Célibataire, il lui proposait son toit et son cœur. Jeanne partit le rejoindre. La maison était coquette et Jeanne s'y trouva bien. Ils fêtaient tous les deux leur rencontre en buvant de grands verres de vin. Jeanne avait décidément pris goût pour la boisson. Ce bonheur ne dura pas longtemps. 3 jours après son arrivée, monsieur Joly trouva Jeanne dans sa propre cuisine, en train d'embrasser goulûment Émile Boucherie, un ouvrier de la région. Son sang ne fit qu'un tour et il la chassa. Jeanne et son nouveau compagnon partirent s'installer à quelques kilomètres de là, à Commercy. Le 3 mai, elle arrive à Commercy, 3 mai 1908, et là, elle prend pension chez le couple Poirot, qui tient une auberge. Les Poirot avaient 2 enfants, Fernand, 9 ans, et Marcel, 6 ans et demi. Toute la famille vivait dans une pièce du rez-de-chaussée, sombre et crasseuse, où le père, un ivrogne invétéré, passait ses soirées à boire en compagnie de Jeanne et Émile. Personne ne savait qui était vraiment Jeanne. Elle avait repris son nom de jeune fille, Moulinet, et elle se lia d'amitié avec le couple Poirot en leur rendant de menus services. Un soir, elle demande au couple Poirot, écoutez, si vous partez, ne me laissez pas seul. Mon mari va rentrer, et il va être ivre, il va encore me frapper, etc. Confiez-moi un enfant que je puisse ne pas être seul. Mon mari ne m'embêtera pas comme ça. Le couple Poirot lui fait entièrement confiance et lui laisse le petit Marcel, son cadet, qui a 6 ans et demi à ce moment-là. Et puis, la nuit commence tranquillement et tout d'un coup, une voisine de chambre dans cette auberge entend des bruits, des cris, etc. Se demande ce qui se passe. Elle va frapper à la chambre de Jeanne Moulinet et en entrant, qu'est-ce qu'elle voit ? Jeanne est complètement paumée, perdue, les yeux hagards, il y a des traces de sang, etc. Elle rentre vite dans la chambre et elle se pose la question où est le petit Marcel, puisqu'elle savait qu'il dormait là. Elle tire le drap et qu'est-ce qu'elle voit ? L'enfant qui est mort. Donc là, tout de suite, elle appelle au secours, etc. On fait venir les gendarmes, le médecin. Pendant 2 heures, on va essayer de ranimer le gamin. Il n'y a pas moyen, c'est impossible. Il est vraiment mort. Et donc là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jeanne a beau dire, je ne comprends pas ce qui s'est passé, etc. On se dit, de toute façon, là, la main dans le sac, elle est prise. Quand les enquêteurs arrivent, tout de suite, ils se posent un tas de questions parce qu'ils voient, déjà il y a du sang partout, mais qu'est-ce que c'est que ce sang, etc. Il y en a après des mouchoirs de Jeanne Moulinet et très vite, on se rend compte au premier contact avec le médecin que l'enfant, pendant qu'il était étranglé, s'est mordu la langue, s'est quasiment coupé la langue même, et donc c'est pour ça qu'il y a du sang partout. Et pourquoi il y en a après les mouchoirs de Jeanne Moulinet ? Tout simplement parce que c'est avec ces mouchoirs-là qu'il a essayé d'abord de l'étouffer, puis de l'étrangler. Donc là, toutes les preuves sont là, sur place. Il n'y a plus aucune raison de douter du crime qui vient d'être commis. Le lendemain du drame, la presse avait retrouvé la trace de l'ogresse. Les faits étaient clairs, et cette fois-ci, on accusait l'administration de n'avoir pas interné Jeanne quand elle avait sombré dans la folie. Dans l'histoire, statistiquement,
On considère que 8% des serial killers, des tueurs en série, sont des femmes. Pour ce qui est des meurtrières d'enfants, on peut, sans beaucoup se tromper, les ranger dans deux grandes catégories. La première qui s'apparente aux meurtres altruistes, à savoir qui sont commis par des femmes qui ont la charge d'enfants et qui pensent disposer sur eux d'un pouvoir de vie et de mort. Le deuxième, que l'on appelle le syndrome de Munchausen par procuration, et qui consiste pour les meurtrières à infliger des maladies ou des mauvais traitements aux enfants de façon à se mettre en valeur elles-mêmes. On a ainsi l'exemple d'une femme américaine au Texas en 1998 qui a été condamnée pour s'en être pris à plus de 40 enfants auxquels elle injectait une substance nocive de façon après à pouvoir les soigner et du coup à passer pour une héroïne. Est-ce qu'on peut classer Jeanne Weber dans une de ces deux catégories? En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces deux cas relèvent d'une grave pathologie. À Commercy, le juge d'instruction Maurice Rollin, le docteur Thierry, médecin légiste, et le professeur Parisot de la faculté de médecine de Nancy vinrent examiner le petit cadavre. Il y avait des traces de strangulation. À l'examen des poumons et de la trachée artère, on pouvait déduire que le petit Marcel était mort asphyxié. Jeanne Weber l'avait étranglé à l'aide de mouchoirs qu'elle avait noués ensemble. Le juge Rollin demanda une expertise psychiatrique de Jeanne Weber. Les rapports médicaux établis par messieurs Alexandre Paris et Raphaël Lalanne, médecin-chef de l'asile d'aliénés de Maréville, démontrèrent sa folie. Jugé irresponsable de ses actes, le 19 décembre 1908, le juge Rollin signa une ordonnance de non-lieu en faveur de la nommée Moulinet, femme Weber. L'ogresse échappait une nouvelle fois à la justice. Le 23 décembre 1908, le préfet, M. Aubert, prit l'arrêté demandant son internement à vie à l'asile de Fain dans la Meuse. Les derniers jours de l'ogresse sont consignés sur le registre de l'asile, révélant l'étendue de sa folie. 23 janvier 1916, a renversé le seau de Tinette dans le dortoir, a chanté et crié à tue-tête, juré contre la sœur et les gardiennes. 10 février 1916, s'est frappé la tête contre son lit, contre le mur, s'est donné un coup sur le nez avec un couvercle, a frappé une gardienne d'un coup de pied dans le ventre et une autre d'un coup de poing dans la figure. A juré et menacé de casser la tête à la sœur. 11 février 1916, a agressé le personnel, giflé une gardienne, frappé une autre à coups de pied, cassé 10 vitres et une assiette. Le 5 juillet 1918, Jeanne Weber, née Moulinet, décède d'une crise de néphrite. Elle avait 44 ans.